Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, peu de réponses et pas satisfaisantes au goût du public. Les riverains d'Ineos, dont les maisons sont dans la zone bleue, ont assisté à une réunion publique d'information. Dans le cadre du PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, ils vont devoir faire des travaux de sécurisation et 10% du montant restera à leur charge. Sans compter que les 40% financés par l'État le seront à travers un crédit d'impôt et donc avec un délai d'1 an. 45 maisons sont concernées, à Sarralbe mais aussi à Villeurwalde. À la tribune, les maires, le sous-préfet et des représentants des services de l'État ont dû répondre aux feux nourris de questions et subir les reproches des habitants qui s'insurgent notamment de devoir payer des travaux à cause d'une usine qui s'est implantée après qu'ils aient construit leur maison. Retour sur cette réunion houleuse tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, beaucoup de sport ce week-end avec en premier lieu la belle victoire du Sarreguemines Football Club qui accueillait l'équipe réserve du FC Metz. Victoire aussi pour les lutteurs sarregueminois qui ont commencé le championnat de France à domicile face à Lyon-Saint-Priest. Les 10 km de Sarreguemines font partie des événements qui ont marqué le week-end. Quels travaux vont-ils être obligés de faire dans leur maison ? Quand et financé par qui? Une réunion d'information concernant le PPRT d'Ineos a eu lieu pour les riverains de la zone bleue. La série de Mosaïque vous propose cette semaine un focus sur les pongistes sarregueminois. Aujourd'hui, découvrez le dernier entraînement avant un match. Enfin, en cuisine, découvrez cette semaine les produits du moulin Gangloff à Anvillers. Une nouvelle série de Mosaïque démarre. Cette semaine, elle est placée sous le signe du sport. On s'intéresse aux pongistes du club de tennis de table de Sarreguemines. Avant une journée de championnat, les sportifs ont un dernier entraînement. C'est l'occasion de partager les derniers conseils. Ambiance. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Perds ton souffle et tu y vas. Encore. Positionne, tu souffles, hop, et tu reprends. Et tu évites de faire la faute, puis avec la sorte de l'air de jeu. Ça travaille la condition, la régu, c'est bien. Allez. Excusez-moi. Encore. Enlève la balle, hop, tu positionnes, tu souffles, tu te replaces, et on y va. On régule. Voilà, un bloc, tu positionnes. Un bloc, accélération. Et qui tout le monde dire que tu prends la fois. Et qui dit moi, tu dis très chiant. Bon, à moi. Je fais le même geste d'un effet latéral, sauf au dernier moment, je tourne la raquette et je passe en dessous. À travers le geste, la balle au filet. D'accord? Puis tu arrives ici, tu fais le même, au moment où tu pars, c'est le même geste, mais au dernier moment, tu passes au poignet et tu passes en dessous. Alors tu as l'effet latéral, d'accord? Et tu as l'effet rétro au dernier moment. Comment au dernier moment, il faut que tu vois comment tu as la raquette d'accélération au dernier moment. Vas-y, fais le service, je te remets, tu démarres dessus. Voilà, bam, voilà, c'est bien encore. On prend le service. 2 balles. Le 17 octobre 2013, Mosaïque réalisait un reportage au cœur de la ferme de la Charmille à Houldelin. À sa sortie de formation, Jean-Christophe Fautré voulait une production diversifiée. Il a commencé par la pomme de terre et l'élevage porcin. Il s'est ensuite adapté à la demande de sa clientèle. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. C'est ainsi qu'il s'est lancé en parallèle dans la production d'œufs et de poulets. Le tout avec un label agriculture biologique depuis 2009.
Toutefois, cette volonté de diversification demande aussi de maîtriser beaucoup de savoir-faire. Il s'appuie en partie pour cela sur sa famille. Une exploitation multiculturelle ou pluriculturelle demande un grand investissement humain et parfois aussi financier quand il s'agit de matériel. Mais pour Jean-Christophe Fautré, c'est aussi cela qui lui permet de vivre de l'agriculture. La ferme de la Charmille est sans doute l'une des exploitations qui s'en sort le mieux dans le contexte actuel de crise agricole. Elle s'appuie aussi sur les circuits courts en proposant de la vente directe à la ferme. Les prévisions météo pour demain, la spécialiste, c'est Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera automnale. Les brumes, nuages bas et brouillards du matin n'évoluent que très lentement et laissent échapper parfois un peu de pluie. Quelques brèves trouées sont espérées dans l'après-midi, mais une couche nuageuse plus compacte va envahir la Moselle en soirée. Les températures minimales sont plutôt douces, elles oscillent entre 7 et 10 degrés, mais les maximales continuent de baisser et restent bloquées entre 12 et 14 degrés. Demain, nous sommes le mardi 18 octobre et nous fêtons les Lucs. Le soleil nous accompagnera de 7h58 à 18h35. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Je vous en parlais en une, un point d'information a eu lieu concernant le PPRT d'Ineos. Si la réunion voulue par les représentants de l'État avait comme objectif une plus grande transparence dans la mise en place du plan, au final, elle a mis en lumière les limites inébranlables d'une loi à mettre en œuvre et les explications encore floues des applications à venir. Reportage. C'est une soirée avant tout d'information qu'a voulu le représentant de l'État pour vous donner le maximum d'informations. Et des questionnements, il y en avait beaucoup de la part des habitants concernés par la zone bleue du PPRT d'Ineos Sarralbe. PPRT, c'est-à-dire plan de prévention des risques technologiques. Avant même la présentation du dit plan et afin d'assurer une rencontre sereine, les intervenants de cette réunion ont tenu à préciser qu'ils n'étaient pas responsables du PPRT, mais uniquement là pour faire appliquer une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le message sous-jacent est simple, on vous informe, mais pour vous plaindre, allez voir ailleurs. La réunion a donc débuté par une présentation du plan de prévention et plus particulièrement de ce qui sera mis en place dans cette fameuse zone bleue. Ici, pas d'expropriation, mais des travaux de mise aux normes imposés sur les habitations, dont 10% resteront in fine à la charge des propriétaires. Le représentant de l'État a souhaité revenir sur les réflexions qui ont mené à ce PPRT. Si on veut être radical, on éloigne les populations du site industriel et on les met à l'abri, on est tranquille. Ou alors, on supprime le risque, on ferme l'usine. Notre difficulté, c'est de trouver ce compromis, faire le moins de mécontents possible. Dans la présentation, il est rappelé à moult reprises que la philosophie du plan est la protection des populations. Des habitants qui ne se privent pas de s'interroger sur différents points du PPRT. Quelle sera la valeur de ces maisons? Qui voudra encore les acheter? Qui voudra venir dans des zones qui sont à risque? Je comprends bien la question de la valorisation ou de la dévalorisation des biens. Mais pour moi, la question est quelle est la valeur du bien si la personne est décédée par l'accident industriel? C'est une question que je me pose, s'il n'y aurait pas moyen après de pouvoir faire une demande pour se faire racheter son bien. Vous serez en zone bleue une fois que les mesures auront été faites. Et donc, effectivement, vous n'êtes plus dans une zone que le législateur a définie comme étant une zone d'expropriation. Les fonctionnaires et représentants de l'État n'ayant pas encore toutes les informations en main, certaines questions restent sans réponse définitive. Parmi celles-ci, le financement des travaux de mise aux normes qui sera financé pour 40% par un crédit d'impôt, une somme qui devra donc être avancée par des propriétaires déjà exsangues du côté de leurs finances. Sur ce point, les services de l'État avouent être conscients de la situation, mais n'apportent à l'heure actuelle aucune réponse. Demain soir à 18h, ce sont les résidents de la zone verte qui sont invités à participer à une réunion publique, toujours au centre socioculturel de Sarralbe.
Il y avait beaucoup de sport ce week-end. Entre les 10 km de Sarreguemines et la finale du challenge de tennis de la Casque, le programme était chargé pour les sportifs. Les passionnés d'art et d'histoire avaient aussi de quoi se régaler, sans oublier le marché paysan qui a su rassembler du monde à Sarreguemines. Voici le résumé des événements du week-end. Les premières à courir ce week-end, c'étaient les filles de l'Aglo. Ces élèves de CM1 étaient les premières à s'élancer vendredi matin pour 1400 mètres de course autour du stade Pierre de Coubertin. Près de 800 élèves issus des CM1 et CM2 des écoles élémentaires de l'Aglo ont participé au 13e Grand Cross des écoliers, organisé par l'ASA en partenariat avec la Casque. En plus des podiums individuels, un classement par équipe sera effectué ultérieurement. Et les plus beaux dossards, dessinés par les enfants, seront aussi récompensés lors de la remise des prix au château de la Casque. 30e départ pour les 10 km de Sarreguemines. Avec un beau cadeau d'anniversaire, 1917 coureurs ont dévalé l'avenue de la Bise pour démarrer le parcours. Avec près de 1980 inscriptions au départ, la barre tant espérée des 2000 coureurs n'est pas loin. Un anniversaire, c'est l'occasion de faire un retour en arrière. Les 2 membres fondateurs de l'association Courez avec nous qui ont mis en place cette course étaient présents. Ils n'en reviennent pas de voir autant de monde sur la ligne de départ. Je me rappelle en 1980 quand nous avons organisé la toute première manifestation qui était déjà un semi-marathon à l'époque. Nous étions une des premières dans la région à organiser un semi-marathon. Hein. Et donc à l'époque nous étions, autant que je puisse m'en souvenir, à peu près 300 participants. Hein. Voilà. De la fierté avec les vieux que ça a eu la suite et que les jeunes ont repris et ont développé et que ça fait partie des courses importantes de la Moselle maintenant. Pour fêter ce 30e anniversaire comme il se doit, les coureurs étaient motivés, notamment Yann Schroub. Le jeune Sarregueminois participe depuis plusieurs années maintenant aux 10 km. Lui qui était habitué à la 2e place a franchi cette fois le premier la ligne d'arrivée après 30 minutes 32. Je bats mon record, 30-30, en sachant que les 5 derniers kilomètres, je me retrouve un peu seul et surtout que le parcours n'est pas très plat. Donc 30-30 mon record, en début de saison comme ça, je pourrais pas espérer mieux, quoi. Le record du nombre d'inscriptions, le monde phénoménal qu'il y avait à m'encourager, j'entendais des Yann partout. Et vraiment, ça m'a motivé encore plus, quoi. C'est génial. Après Yann Schroub, les coureurs se sont succédés. Certains étaient main dans la main pour se soutenir jusqu'au bout. Des parents ont embarqué leurs enfants pour leur première course. Et de drôles de vachettes sont également passés par la ligne d'arrivée. Une belle manière de fêter cette journée spéciale pour le Cannes, qui espère attirer toujours plus de monde pour les prochaines éditions. À 2 pas de l'arrivée des 10 km de Sarreguemines avait lieu la dernière journée du challenge de tennis de la Casque. Cette année, les règles ont changé. Pas de phase éliminatoire avant la finale, mais des phases de poule sur 3 journées. 4 équipes se sont affrontées, Sarreguemines, Woustviller 1 et 2 et Ambar-Roth. Les points ont été comptabilisés après 2 simples hommes, 1 simple femme et un double mixte. À l'issue de ces matchs, c'est Ambar-Roth qui a remporté le challenge de la Casque. Le club sera donc l'organisateur de cette compétition l'an prochain. Le fameux groupe du mardi soir a exposé ses œuvres. Pour la 2e édition du marché des artistes, les 7 peintres et sculpteurs de Sarreguemines ont proposé leurs multiples œuvres à la vente. L'occasion pour des acheteurs occasionnels de s'emparer d'œuvres d'art à petit prix pour décorer leur maison et pour les 7 passionnés de faire découvrir leur travail à un plus grand nombre avant de reprendre les pinceaux. À Wieswiller aussi, on exposait des œuvres, mais cette fois-ci, les artistes venaient de toute la région ainsi que de la Sarre. Une centaine de tableaux étaient présentés au public, tous dans des styles très singuliers. Vendredi, un jury composé de peintres a récompensé ses coups de cœur. Le premier prix dans la catégorie aquarelle a été remis à Haus Degel et le premier prix de la catégorie huile acrylique a été remis à Joseph Zimmer. Les enfants du village ont également participé à l'exposition en présentant leurs propres créations. Les habitants, eux, pouvaient reconnaître les paysages de Wieswiller dans les peintures réalisées lors du symposium organisé la semaine passée.
Martin Luther est à l'honneur à l'église protestante de Sarreguemines. L'exposition autour du théologien allemand né au XVe siècle, Martin Luther, un baptisé bien profilé, mis en place par Michel Guerrier, revient sur les évolutions du baptême de Martin Luther jusqu'à nos jours. Dimanche, après une conférence de Marc Liénard, ancien doyen de la faculté de théologie protestante à Strasbourg, les visiteurs ont pu découvrir l'exposition. Elle reste visible jusqu'au 30 octobre, chaque jour de 14h à 18h, à l'église protestante de Sarreguemines. L'Alsace bossue au rythme des querelles de frontières au XVIIIe siècle, la faïencerie de Sarreguemines, les Lorrains étrangers chez eux, voici quelques-uns des thèmes abordés ce week-end par l'association Confluence. Vendredi et samedi, les membres de cette association passionnée d'histoire ont organisé les 37e journées Mosellanes. 2 jours ponctués par des conférences et rythmés d'anecdotes et de rappels historiques, rigoureusement suivis par un public attentif. Ces confins de l'évêché de Metz sont en prise à des tensions religieuses. Pour faire une pause après ce week-end chargé, certains en ont profité pour se restaurer au marché paysan de Sarreguemines. Organisé par la même, l'association Mosellane d'économie montagnarde, et en partenariat avec le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines et la Casque, il a rassemblé 34 producteurs et artisans, sans compter les agriculteurs venus avec leurs animaux. La même organise régulièrement des marchés et depuis 6 ans à Sarreguemines. C'est la volonté d'organiser vraiment un rendez-vous entre les consommateurs et les producteurs qui venaient à la fois de la ville et qui convergeaient par rapport aux compétences de la même. Donc voilà, il y a eu tout de suite un partenariat qui s'est établi. Pour les producteurs, c'est un bon moyen de se faire connaître d'un public plus large et d'informer les visiteurs sur leurs produits du terroir. Le public, lui, en est sorti ravi. Certains ont découvert certaines spécialités, d'autres sont les habitués qui ont fait leurs emplettes. On a acheté un peu de viande, un peu de légumes, on a pris de la charcuterie, qu'est-ce qu'on a encore pris, du miel, des radis noirs, parce qu'on en trouve très peu ces derniers temps, surtout bio, voilà. Mais avec cette mondialisation et en voyant que tous ces produits venaient de Chine, même j'ai vu l'autre jour de l'ail qui venait de Chine, alors bon, on a vite fait le tour. Une manifestation qui met en avant le circuit court et les produits bio. Avec l'affluence rencontrée dimanche sur l'esplanade du casino, la même a accompli sa mission qui est notamment d'engager des actions dans l'intérêt du développement économique du territoire et de valoriser les producteurs locaux. Samedi, c'était l'ambiance des grands soirs au stade de la Blise. Le Sarreguemines Football Club a battu la réserve du FC Metz. Les meilleurs moments du match dans ce résumé. Alors, on va passer au résumé de la rencontre. Voilà, alors une première action, un ballon là qui va rentrer à la surface, frappe dévissée, enfin il l'a pas touché je crois, Luka Mladenovic, et Romain Quéré derrière, ballon détourné et dégagé. Un coup franc, coup de pied arrêté par l'un de ses meilleurs joueurs messin. Et là, ça j'apprécie beaucoup parce que ce ballon est tendu, très bon contrôle d'Hassan Mbarki, il se retourne, 2 possibilités, soit il marque, soit Luka Mladenovic pouvait la toucher. Voilà, on le voit. Là, dans la surface, ballon détourné. Et là, regardez, une des plus grosses actions. Petite passe Messine, le meilleur buteur du FC Metz, numéro 11, Seydi Moussa, qui malheureusement dévisse complètement sa frappe. Et là, grossière faute, on va le voir là. Il aurait pu sérieusement blesser Djaner Metin. C'est le jeune Vincent Thiel, je le rappelle, suivi par le Bayern de Munich, par le Real de Madrid, de Zinedine Zidane, invraisemblable. Et on le voit là encore une fois, c'est lui qui dépose le ballon. Et là, Florian Trinborn. Pas négliger cette intervention énorme de Florian Trinborn qui a lu cette trajectoire. Et là, la faute, le carton rouge, il me semble. Quelle intervention de Nicolas Bazin, le jeune originaire de Forbach, et qui est allé blesser Khalid Benichou. Là, c'est une erreur d'ailleurs de la part du joueur talentueux et cette inspiration magnifique, une grosse inspiration. Pied gauche. Voilà, pied gauche. Volé, Mbarki. Voilà, pour Mbarki qui a frappé, qui n'a pas marqué. Ballon qui arrive dans la surface et là, tout juste dévié par le joueur messin. 10 joueurs. Et l'ouverture du score. C'est Khalid Benichou de la tête qui était étrangement seul. Scénario extraordinaire avec ce coup de tête de Khalid Benichou. Content d'avoir vu mon équipe organisée comme on l'avait préparé le match, vaillante, avec une agressivité positive, donc de retrouver des vertus qu'on avait un petit peu égarées sur le chemin depuis quelques matchs, donc
c'est positif parce que le travail paye, donc on va continuer à bosser, on va pas s'enflammer du tout. C'est bien d'avancer dans la victoire, surtout que c'est la première fois qu'on les bat en championnat. Jordan Coignard, fini. Extraordinaire victoire, superbe. J'ai rarement vu le public sarguminois dans cet état. Voilà, extraordinaire victoire, disent-ils. On va en parler tout de suite avec le président Christophe Marie. Bonjour. Bonjour. Vous vous attendiez à cette victoire ? J'ai regardé le match à la télé parce que j'avais des obligations professionnelles. La première mi-temps m'avait bien plu et j'ai senti qu'en deuxième mi-temps, on commençait à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc il ne restait plus qu'à marquer le but. Et là, du coup, à l'issue de cette 6e journée de championnat, le SFC est 4e du classement. 4e du classement, c'est pas forcément une position que vous espériez, je ne sais pas. En tout cas, c'est génial. Je suppose que vous êtes un président heureux. Heureux, oui, d'autant plus que toutes les équipes ont gagné, des U15 la A, la B, la C, les U19, les U17, les U17-2, les U15, 33 buts marqués, 2 encaissés sur le week-end. C'est la première fois qu'on fait un grand chelem. Et les filles, 6-2 aussi, donc c'est bien. Donc 4e à 2 points du leader, des 3 leaders, parce qu'il y a Strasbourg qu'on a battu au mois d'août. Il reste Prix-les-Mézières qui vient de monter, qu'on connaît peu, mais on va se prendre des renseignements. Et puis le 3e, c'est Schittigheim, l'ogre, qui a énormément recruté et qui a une équipe apparemment titanesque. On verra bien quand on les jouera. D'accord, donc la suite et puis que bien sûr vous pourrez voir toujours en direct sur Mosaïque. Ça traduit aussi toute une organisation, pas seulement au sein de l'équipe mais au sein du club, parce qu'en fait vous êtes structuré comme un club professionnel. Tout à fait, ça fait 3 ans qu'on construit pierre par pierre et si encore 3-4 ans il y avait Sébastien Meyer, Marnie Ziegler et moi-même pour essayer de tenir le club. On s'est quand même bien étoffé. Raoul Feuerschein a pris la communication et fait un boulot remarquable. Dan Lambert est arrivé avec toutes ses idées, son rôle de directeur sportif et Gérald Leconin aussi nous a rejoint pour remettre la compta aux normes du 21e siècle. Et enfin, aussi Manon Ruff prend la cellule sponsoring et a déjà fait du bon boulot. Et le travail de tout le monde effectivement compte. Voilà. On vous souhaite à tous une très bonne continuation. 13 salariés aujourd'hui, donc c'est vraiment une petite entreprise. Voilà, et ben merci beaucoup d'être venu témoigner. Je vous pose pas la question, le match de lutte samedi soir, évidemment vous n'y étiez pas puisque c'était en même temps que le match de foot. Le championnat de France de première division vient de commencer et c'était à domicile pour les Sarregueminois qui accueillaient les lutteurs de Lyon-Saint-Priest. Alors sur le papier, le match s'annonçait gagné et puis il restait juste à le concrétiser tout de même. C'est passé samedi soir au gymnase Jean Jaurès. Reportage. 4-2 à la mi-temps, 9-3 à l'issue du match, les lutteurs sarregueminois en rouge n'ont fait qu'une bouchée de Lyon-Saint-Priest. C'est de bon augure pour l'assaut lutte, mais Lyon-Saint-Priest n'est pas une référence cette année. Je ne veux pas dire l'équipe faible, parce qu'il y a de très bons lutteurs dans leur groupe. C'est vrai que dans notre poule qui est très relevée, ça sera peut-être l'équipe la moins forte, mais je ne dirais pas qu'ils vont être dans les derniers, ils ont de quoi faire valoir. Je pense qu'ils vont réussir à se maintenir et je leur souhaite tous. Pas de quoi faire peur ni même surprendre les piliers sarregueminois. Yannick Sepagnac, Saïdi Taef, Saïfedine Alekma, Yoris Makin et Hamza Fata ont écrasé leurs adversaires. Il y a cependant du nouveau à Sarreguemines. Il y a des petits juniors qui sont rentrés dans l'effectif, qui ont fait leur première rencontre en première division. C'est un match très très important pour eux. Et c'est une grande nouveauté pour nous. Donc Artère Julien plus Elkamer Sofiane qui ont fait une très très belle rencontre tous les deux, malgré leur défaite, mais ils ont montré une belle combativité et je pense que c'est un bel avenir pour le club. Autre nouveau dans l'effectif sarregueminois, Artak Margarian, ancien lutteur de Besançon, a intégré l'assaut lutte. Premier match et première victoire sous les couleurs de Sarreguemines en lutte gréco-romaine, catégorie moins de 75 kg. Et un nouveau renfort ukrainien a fait son entrée en lice. Yoris Kryuba remplace son compatriote Andriy Gladik, retenu par leur équipe nationale. Pas d'adversaire d'envergure internationale face à lui, Yoris Kryuba gagne dans la première mi-temps en catégorie lutte gréco-romaine moins de 86 kg, puis en deuxième mi-temps en moins de 98 kg. Malgré tout, la suite du championnat s'annonce bien plus compliquée.
Ben là, les 2 rencontres qui suivent sont de très très haut niveau. Nous allons nous déplacer le week-end prochain à Schiltigheim, une rencontre qui va être très très dure puisque Schiltigheim s'est bien renforcé et veut absolument passer dans le dernier carré. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont eu leur premier combat à Sotteville-lès-Rouen et Sotteville-lès-Rouen où on a vu que le président de Sotteville a mis les moyens, a bâti une équipe vraiment pour faire champion de France. Et Sotteville-lès-Rouen a battu Schiltigheim ce week-end 8-4. Le club normand débarquera à Sarreguemines avec son armada de favoris le 5 novembre. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, vous allez découvrir une recette au son de blé et d'avoine. A tout de suite. Pour vos repas de mariage et vos repas d'entreprise, profitez d'un cadre au bord de l'eau, d'une salle allant jusqu'à 300 personnes et de produits de qualité cuisinés sur place. Le Victoria vous propose aussi ses plats du jour, ses menus à la carte et ses soirées à thème. Ouvert du mardi au dimanche. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Cette semaine, Entrée Plat Dessert vous emmène découvrir les produits du Moulin Gangloff à Anquevillers. Pas de farine pour l'entrée, mais du son de blé et d'avoine aux vertus diététiques reconnues. C'est le meunier Martin Gangloff qui vous accueille. Je vous laisse en s'accompagner en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Alors bonjour, bienvenue au Moulin Gangloff. Donc nous sommes situés à Anquevillers, donc au début de la vallée de la Zinzelle, et aujourd'hui nous allons faire découvrir des blinis au son de blé. Dans un bol, mélangez les blancs d'œufs avec la ciboulette, le fromage blanc et une cuillère à soupe d'eau. Lorsque le mélange est bien lisse, ajoutez les sons d'avoine et de blé, salez, poivrez et mélangez. Dans une crêpière huilée à feu moyen, disposez la pâte avec une cuillère à soupe de manière à former 4 petites crêpes. Laissez cuire 1 à 2 minutes sur chaque face et réservez au chaud. Pour la garniture, râpez les oignons et faites-les fondre dans une poêle huilée. Salez et poivrez et ajoutez en fin de cuisson quelques pistils de safran. Les oignons ne doivent pas brunir, mais confire. Enfin, poêlez rapidement les noix de Saint-Jacques. Répartissez les oignons sur les blinis et disposez une noix de Saint-Jacques coupée en 2 sur le dessus. Ajoutez un tout petit peu de fleur de sel et servez. Pour réaliser cette recette, il vous faudra pour les blinis 2 blancs d'œufs, 4 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 cuillère à soupe de ciboulette, 4 cuillères à soupe de son d'avoine, 1 cuillère à soupe de son de blé. Pour la garniture, il vous faudra 4 noix de Saint-Jacques, 2 oignons, du safran, du sel et du poivre. Oui, le son de blé est très riche en fibres, donc ce qui permet une bonne digestion. Et le son de blé, c'est vraiment l'enveloppe du grain de blé. Donc une fois qu'on a enlevé toute la farine qui se situe au centre du grain de blé, on obtient ce qu'on obtient les sons de blé, donc avec lesquels on va faire les blinis. Et je vous souhaite un bon appétit à tous.